fédère les acteurs qui sont engagés pour la résilience alimentaire de nos territoires. La résilience alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité collective des acteurs du système alimentaire à s'engager pour une alimentation durable, accessible à tous en quantité et en qualité, quels que soient les aléas. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais Colline, voilà, tu as ta petite puce Ah, qui se qui balade sur navigue. l'écran, qui est très distrayante. D'accord, je l'enlève. Merci, Colline. Nous avons trois axes de travail particuliers, donc créer du lien entre les acteurs pour ne pas réinventer la roue et surtout avancer ensemble dans cette même direction de la résilience alimentaire de nos territoires. Influencer, parce qu'on se rend bien compte depuis bientôt 5 ans qu'on existe, que l'approche de résilience alimentaire permet de réconcilier tout ce que l'on sait, les injonctions que l'on reçoit, et de donner un fil rouge pour avancer de façon beaucoup plus stratégique et prioriser ses actions au quotidien. Et enfin, c'est pas le tout de parler, mais l'enjeu, c'est surtout d'être concret et opérationnel dans les territoires. Et donc, le CNRA a une véritable boîte à outils qui vise à vous donner des clés pour pouvoir agir au quotidien sur le terrain. Parce que si on est convaincu de cette approche systémique et collective pour la résilience alimentaire des territoires, on est aussi absolument convaincu que c'est par vous, acteurs du terrain, que la résilience alimentaire pourra devenir opérationnelle. Donc dans cette boîte à outils, nous avons entre autres le sujet du jour, le CNRA Pitch. Qu'est-ce que c'est? C'est donc un webinaire trimestriel qui est ouvert à tous et qui vise à présenter une thématique en particulier et à donner la parole à différents membres du CNRA qui vont de ce fait présenter comment, sur cette thématique et par la solution qu'ils portent, ils contribuent à la résilience alimentaire des territoires. La thématique du jour, c'est effectivement portée aujourd'hui par FEV, Ferme en Vie, qui est une foncière solidaire qui va apporter une solution de financement pour le foncier agricole et donc faciliter surtout l'installation d'une nouvelle génération d'agriculteurs. C'est un sujet qui est absolument fondamental aujourd'hui et donc ce sera notre porte d'entrée. Elle sera présentée, cette nouvelle solution, initiative, pardon, qui s'appelle, corrige-moi si je me trompe, oh, vas-y Simon, prends Territoires la en parole. vie. Voilà, Territoires en exact. vie. Territoire en vie, présenté par Simon, et merci pour ça. Et dans la foulée, question-réponse, ça c'est un point qui est très important toujours au CNRA. On ne tient pas, on ne détient pas à nous tout seuls la vérité, mais bien sûr, l'objectif c'est de laisser la place et la parole à tout un chacun pour contribuer avec cette approche collective. Donc on aura ce temps de questions-réponses à la fin de la présentation de Simon. Et par la suite, des pitchs, c'est pour ça qu'on appelle ça CNRA Pitch, de 5 minutes chacun, de 6 structures qui sont membres du CNRA. Donc, les bergers, Ferme d'Avenir, Maelab, Max Havelaar, Vivalia et Rezane, qui vous présenteront leurs solutions et en quoi elles contribuent à la résilience alimentaire des territoires. Le focus particulier qu'on a donné à ce CNRA Pitch, c'est essentiellement pour les collectivités territoriales. Et de fait, vous ne vous y êtes pas trompé parce que sur les 150-200 inscrits, les 4/5e sont des acteurs des territoires. L'objectif étant de vous proposer ce panel et après, bien évidemment, libre à vous de vous en saisir ou pas. C'est à vous de juger sur pièce. Et donc, c'est pour ça que nous vous donnerons la parole avec des questions-réponses. Je vais passer la parole. Je vais être timekeeper, donc pardon, je vais être très draconienne sur le suivi et le respect du timing afin que vraiment tout le monde ait la parole. Et également les questions, si vous n'avez pas le temps de les poser, mettez-les bien dans le chat et on vous répondra, ça c'est promis. Merci beaucoup et Simon, à toi le dance floor. Merci Hermine. Bonjour à tous. Donc Simon Bestel, je suis un des fondateurs de FEV et membre du CNRA, du Comstrat, du comité stratégique du CNRA. Donc je vais vous présenter la solution FEV et par-delà l'initiative Territoires en vie. Donc FEV, l'objectif, la mission de FEV, c'est d'installer la nouvelle génération d'agriculteurs, comme le disait Hermine, avec vraiment une orientation agroécologie. Donc c'est
installer des porteurs de projets sur des fermes qui seront conduites en agroécologie. Il faut savoir que dans les 10 ans qui viennent, il va falloir installer ou reprendre 200 000 fermes. Donc une grosse opportunité, mais aussi un gros challenge pour faire que ces installations, ces nouvelles reprises de fermes s'orientent vers une nouvelle forme d'agriculture plus vertueuse, on va dire, pour l'environnement et qui contribue de fait à la résilience des territoires, à la fois en quantité, mais aussi en qualité. Donc apporter une alimentation saine, disponible et pérenne au territoire. Tu peux passer la slide. Donc, il y a des enjeux cruciaux, évidemment, dans ces installations transmission. On en a parlé, la résilience alimentaire. Il faut effectivement approvisionner, tant que faire se peut, les territoires avec des produits locaux et de qualité. Il y a aussi un enjeu de dynamisation des territoires, hein. Sur certains territoires, la reprise des fermes se fait sans trop de problèmes. On va dire qu'il y a beaucoup de concurrence pour la reprise de foncier. Et dans d'autres territoires, ça peut être plus compliqué. Et donc, il faut, enfin, une des missions de FEV est de contribuer malgré tout sur ces territoires-là à renouveler les générations et trouver des porteurs de projets et à renforcer l'attractivité de ces territoires, par exemple en développement des activités annexes comme de l'agrotourisme. Et enfin, un de nos sujets majeurs chez FEV, c'est aussi la transition agroécologique, c'est-à-dire faire que cette production se fasse en ayant un impact positif sur la qualité des produits, évidemment, mais aussi la qualité des ressources en eau, la préservation des sols, qui est vraiment critique aujourd'hui sur la France, mais un peu partout dans le monde en fait, et la santé des habitants via la qualité des produits, des productions et la production en agriculture biologique en particulier. Slide suivante. Donc comment on garantit ça? Vous le verrez, mais dans le cadre de nos acquisitions, on fait signer aux agriculteurs qui s'installent une charte agroécologique qui comprend 3 piliers. D'abord, sur la démarche agronomique, c'est-à-dire assurer, comme je le disais, une agriculture qui va vers le bio, la préservation des sols, la diversification des cultures. Une dimension sociale, puisque, les personnes installées doivent aussi pouvoir vivre, comme il se doit de leur propre production, donc avec une indépendance économique, mais aussi agronomique. Et enfin, une dynamique sociétale via, en particulier l'impact environnemental de ces fermes, mais aussi l'intégration de ces fermes au territoire via, des circuits courts, via le recours à des structures, des approvisionnements, par exemple, locaux, et un approvisionnement autonome, diversifié de ces territoires. Oups. Voilà, alors quelques exemples de fermes qu'on a pu, installer sur différents territoires. À chaque fois, vous le verrez, des fermes très diversifiées. Alors, une première ferme en Normandie, sur lesquelles, on a assuré l'installation de 2 personnes d'une quarantaine d'années sur une ferme qui fait à la fois de la production, bovine et du cidre. Voilà, et avec une activité d'agrotourisme puisque la ferme est près de Granville, donc avec pas mal de Parisiens qui viennent, en villégiature sur la zone. On a une ferme dans le Var, assez différente, donc un gros mas, qu'on a repris, sur lequel on est en train de déployer une activité, porcine, donc de porc, noir de plein air. Donc intéressant sur la qualité de la production, mais aussi parce qu'on réintroduit une race de porc qui avait disparu, donc une race de porc, locale, très résiliente, en particulier à la chaleur, donc vraiment, avec un objectif d'adaptation au changement climatique et qui est capable de prospérer, sous une couverture de chêne en particulier. Donc il y a adossé à ce projet, un projet agroforestier. Et enfin, une ferme maraîchère en Dordogne, donc une ferme sur une quinzaine d'hectares, qui était déjà en agriculture biologique, maraîchère et donc sur laquelle on a installé un jeune qui reprend cette exploitation, là avec un fort enjeu, de préservation de l'emploi puisqu'il y avait 6 salariés sur l'exploitation et donc le but était d'assurer la pérennité de cette ferme pour, maintenir l'emploi local. Donc voilà pour ces quelques exemples. Donc le fonctionnement en quelques mots de FEV. Donc FEV est la structure qui pilote les projets et adossée à FEV, il y a une foncière solidaire, une SCA, société en commandite par action, qui est donc pilotée par FEV. Et cette foncière va collecter en majorité de l'épargne citoyenne, c'est-à-dire des fonds de l'épargne de citoyens qui vont investir dans cette foncière, qui va permettre à cette foncière d'acheter les fermes sur lesquelles on pourra installer des agriculteurs. Donc ces fermes vont être en location aux agriculteurs
avec un bail à clause environnementale qui reprend en gros les éléments de la charte agroécologique que je vous ai présentée. Et alors la petite particularité de Fèves, c'est que les agriculteurs installés ont une option d'achat, c'est-à-dire qu'à tout moment, s'ils le souhaitent, ils peuvent racheter la ferme sur lequel ils sont installés. Donc, ils sont en location le temps qu'ils puissent exercer cette option d'achat. Donc, c'est vraiment à leur main. Ils ont le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais s'ils le font, Fève est obligé de leur céder la ferme, et ce qui permet à Fève, du coup, de financer d'autres projets. Donc, voilà pour la mécanique. Ce qu'on a fait à date, donc on est présent essentiellement sur le Grand Ouest, hein, de la Normandie à l'Occitanie, mais l'objectif d'ici 1 ou 2 ans, c'est de couvrir l'ensemble du territoire français. On a déjà collecté plus de 30 millions d'euros en 4 ans d'existence pour installer plus d'une trentaine de fermes et 54 agriculteurs et agricultrices. Et donc avec plus de 2000 hectares convertis à l'agroécologie ou maintenus en agroécologie, puisque effectivement on peut aussi reprendre des fermes qui sont par exemple déjà en bio. Évidemment, de nombreux projets à venir pour les mois à venir. Alors pour quelques informations, mais sur 2025, on compte investir à peu près 20 millions d'euros sur la reprise d'une trentaine de fermes et l'installation d'une cinquantaine d'agriculteurs sur l'ensemble du territoire. Donc les collectivités peuvent avoir un rôle clé en fait à jouer sur cette initiative de FEV, et c'est pour ça qu'on lance l'initiative Territoires en vie, puisqu'on pense que, bah, aujourd'hui, de nombreuses collectivités s'intéressent à la résilience de leur territoire, en particulier la résilience alimentaire. Et la résilience alimentaire passe par la sécurisation de l'installation des agriculteurs sur le territoire, la diversification des productions et les circuits courts. Et donc, de ce fait, les collectivités peuvent tout à fait être un acteur majeur de cette transition en identifiant des terres agricoles à la reprise ou des porteurs de projets à la reprise, en accompagnant ces transmissions qui sont souvent bloquées parce que le financement du foncier est très onéreux. Et puis pourquoi pas en proposant des solutions de commercialisation locale à ces agriculteurs installés pour sécuriser la partie économique de l'exploitation. Et donc aujourd'hui, voilà, on souhaite s'adresser aux collectivités pour collaborer avec elles, pour identifier ces projets qui pourraient avoir un impact positif sur le territoire et sur la pérennisation d'une agriculture diversifiée qui bénéficie localement à la collectivité et qui permettent, voilà, une résilience de long terme de ces territoires. Merci. Donc, l'initiative va être décomposée en 3 phases. La première phase va être pour les collectivités d'identifier des projets potentiels sur le territoire. Alors, ça suppose quand même que ces collectivités aient déjà une stratégie territoriale via un PAT ou autre, en ce qui concerne l'agriculture et ou le foncier agricole. Et si des projets sont identifiés, alors avec ou sans porteur de projet, hein, mais disons qu'ils font partie de cette stratégie de la collectivité pour sécuriser des installations avec un objectif de long terme et en agroécologie, alors vous êtes potentiellement éligible à un accompagnement parfait de ces installations et de ces transmissions. Dans ce cas-là, on va vous demander de remplir un petit formulaire qui va proposer ce projet à l'initiative Territoires en Vie. Et ensuite, FEV va analyser et sélectionner les projets qui lui semblent à la fois éligibles, correspondre à l'ambition de FEV de développer une agroécologie et une ambition, à dire territoriale, locale. Et puis, on vous répondra si c'est effectivement positif pour vous proposer un accompagnement par FEV. Donc, le calendrier va se décomposer comme ceci. D'abord, une phase de dépôt des dossiers. Donc, il va démarrer au 17 février et qui se clôturera au 31 mars. Donc, un mois et demi pour les collectivités pour remplir le formulaire en ligne. On aura un peu avant la clôture, donc mi-mars 2025, 13 mars 2025, un webinaire dédié à l'appel à projet où on pourra répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur cette initiative et rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur le rôle que pourront jouer les collectivités dans le cadre de l'appel à projet.
Et ensuite, à l'issue de la clôture des dépôts, donc fin mars, FEV va étudier l'ensemble des projets proposés et faire un retour définitif avant le 21 juin de cette année à l'ensemble des lauréats pour leur proposer une formule d'accompagnement pour l'installation d'agriculteurs sur leur territoire et la reprise de ferme. Sachez également que FEV sera présent au salon de l'agriculture. On va avoir un stand sur la ferme digitale sur lequel, bien évidemment, on pourra vous accueillir et à répondre spécifiquement à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez vraiment pas à venir nous rencontrer lors du salon. Voilà pour le calendrier. Parfait. Et je pense que Merci je suis Simon. relativement en avance Tu es dans les temps, sur le c'est très timing. bien. C'est Ça parfait. rajoute un peu de temps pour répondre aux questions, si tu veux, puisqu'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser, du coup, comme Simon a fini un peu en avance, il reste du temps. La première question, c'est comment le travail de FEV s'articule-t-il avec celui de la SAFER? Alors en fait, les SAFER pour nous sont vraiment des partenaires sur les territoires. Hem, la majorité de nos projets passent par les SAFER, c'est-à-dire qu'à peu près des 2 tiers des installations qu'on fait se fait en collaboration, avec les SAFER. C'est-à-dire on respecte un cahier des charges SAFER, que nos projets passent en comité SAFER pour la validation du projet et des porteurs de projet. Donc voilà, on a vraiment une très forte collaboration aujourd'hui. Mais on recourt de manière systématique, même sur les projets qui ne passeraient pas par les SAFER et donc en comité, on collabore avec les SAFER en amont, on leur présente les projets, on s'assure que les projets ont vraiment un sens pour le territoire, que les reprises se font dans des conditions particulières économiques, conformes à ce qui se fait pour le territoire, pour s'assurer qu'on ne va pas proposer des prix qui pourraient entraîner une augmentation des prix du foncier sur le territoire. Donc voilà, vraiment pour nous, la SAFER est vraiment une structure avec laquelle on collabore très bien sur toutes les régions où on est présent. Ok, merci. La deuxième question, c'est est-ce que tu peux préciser si l'agroécologie, c'est égal à la conversion en agriculture biologique? Alors, je dirais qu'il y a 2 réponses, à ce niveau-là. Dans l'absolu, non. On peut tout à fait avoir des approches agroécologiques qui n'impliquent pas forcément l'agroécologie. On parle beaucoup de préservation des sols, hein, enfin de l'agriculture de conservation des sols en particulier, qui n'implique pas forcément l'agriculture bio. En revanche, en ce qui concerne FEV, pour nous, elles sont indissociables. Donc on demande à la fois aux agriculteurs installés de passer en bio dans les 5 ans après leur installation. Et on a aussi toute une démarche qui va au-delà du bio sur la préservation des haies, voire la restauration des haies, la préservation de zones humides, la diversification des cultures. Donc pourquoi nous on insiste sur ce point bio? Bah, d'une part parce qu'on y croit, on pense que l'agroécologie c'est quand même mieux avec l'absence de pesticides ou d'intrants de synthèse sur l'exploitation, mais aussi parce que, comme je vous l'ai dit, on collecte de l'épargne citoyenne. Et pour le citoyen, agroécologie, c'est quand même assez flou. D'ailleurs, d'où un peu cette question, hein, je pense. Alors que l'agriculture biologique, c'est quand même assez cadré, on sait de quoi on parle. Et donc, voilà, nous, pour garantir aux citoyens que nos actions vont quand même avoir un impact très positif et concret pour eux, hein, en particulier localement, hein, quand on achète des produits bio, bon, on sait ce qu'on achète. On a décidé, voilà, que l'agriculture biologique serait indissociable de notre cahier des charges. Ok. Je me permets, Pauline, Oui, je Oui. me permets, n'hésitez pas aussi à prendre la parole, hein. On peut tout à fait lever la main, bien sûr, hein, pour pas que ce soit la foire d'empoigne. Merci d'écrire vos questions, mais si vous voulez la dire de vive voix, surtout, sentez-vous libre. Merci, oui. Colline. Et donc, bah, très bien. Merci, Hermine, pour le rappel. J'en profite, je coupe la présentation, comme ça on voit Simon en grand quand il répond aux questions. Du coup, bonjour. Qu'est-ce qui différencie FEV de Terre de Liens, qu'on connaît bien? Alors, sur le fond, on a exactement la même ambition, c'est-à-dire renouveler les générations d'agriculteurs et déployer l'agroécologie et l'agriculture biologique, et plutôt sur des exploitations à taille humaine, avec une forte attention au nombre de personnes que peut employer une exploitation, hein. Le but, c'est pas d'avoir de très grandes exploitations avec un exploitant, mais plutôt d'avoir une diversification et une agriculture assez intensive en main-d'œuvre. Après, ce qui nous y différencie tout de même, c'est une approche assez fondamentale. Terre de Liens souhaite sortir les terres du marché quelque part, c'est-à-dire que Terre de Liens achète les terres et reste propriétaire des terres ad vitam.
Nous, on n'a pas cette approche. Nous, on pense que bah, les agriculteurs sont tout à fait légitimes à pouvoir être propriétaires de leur outil de production, quelque part. D'où cette option d'achat dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui offre aussi un intérêt pour FEV, c'est-à-dire que si les agriculteurs achètent l'exploitation sur laquelle ils sont agriculteurs, ça nous permet d'investir dans de nouveaux projets et donc d'avoir un impact plus fort sur cette transition. Parce qu'évidemment, nos ressources sont limitées. Donc, plus on aura à terme d'agriculteurs qui rachètent leur ferme, plus on pourra déployer de projets et plus on pourra convertir de terres à l'agroécologie. Donc voilà, c'est un peu sur cette différence d'approche que se fait la différence entre Terre de Liens et FEV. Ok. Julie demande si l'appel à projet est reconduit chaque année. Alors non, pour l'instant, on l'a pas prévu, mais si effectivement il fonctionne bien, évidemment que nous, on sera intéressés pour le répliquer l'année prochaine. Là, pour nous, c'est un premier essai, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très peu travaillé avec les collectivités. On a plutôt travaillé avec l'écosystème agricole, les SAFER, les chambres d'agriculture et autres. On pense que voilà, les collectivités ont vraiment leur rôle à jouer. Donc là, on va le tester cette année. Donc on ne fera pas 50 projets cette année avec les collectivités, mais si effectivement on voit que l'initiative est intéressante, qu'on a beaucoup de demandes, on reconduira certainement l'initiative l'année prochaine. Ok. Je pose la question de Christophe et après je vous donne la parole, Pierre-Marie. Bonjour, avez-vous des études de marché sur des filières alimentaires euh, type œufs, lentilles, sur des régions précises afin d'apporter un support aux PP, aux porteurs de projets? Alors nous, on ne fait pas d'études de marché directement. Nous, ce qu'on demande, en fait, c'est aux agriculteurs qu'on installe qu'ils se fassent eux-mêmes accompagner par des structures d'accompagnement local. Donc effectivement, quand on parle d'études de marché, bon, souvent les porteurs de projets la font en partie eux-mêmes, mais on les oriente aussi vers des structures type bah, Chambre d'agriculture, hein, ADR, des GAB, qui en général, eux, ont à disposition des études de marché locales, souvent assez pointues. Et voilà, c'est plutôt via ces structures-là que ces études de marché vont pouvoir se réaliser. Mais voilà, c'est pas la vocation de faire ce travail-là en direct, c'est plutôt de s'assurer que des structures adéquates font cet accompagnement pour les porteurs de projets. Merci. Pierre-Marie, vous aviez levé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Ouais, bonjour, Simon. J'avais une question Pierre-Marie? sur Ouais, ça va, merci. J'avais une question sur Fabacé, si tu peux en dire un peu Oui. plus du programme d'accompagnement. Et il y a un deuxième point, moi, si tu as parlé de chambre d'agriculture ADR, je trouve ça vachement bien hein, de s'appuyer sur l'écosystème. Parfois, quand tu discutes avec eux, toutes ces initiatives, elles sont perçues de manière un peu avec de la distance, je dirais. Donc, je pense qu'il y a quand même vachement d'intérêt de se rapprocher et de réexpliquer quel est le rôle de chacun et comment on collabore sur les territoires. Voilà, c'est plus un conseil qu'une question. Oui, oui, tout à fait. Bah, je peux dire un mot sur les deux points. Alors, Fabacé, c'est un programme que FEV a lancé, un programme de 4 ans, pendant lequel on va accompagner à peu près 5000 agriculteurs à aller vers des itinéraires techniques plus sobres en consommation d'énergie directe, donc via moins de mécanisation, par exemple, ou indirecte, en particulier en utilisant moins d'intrants de synthèse et en premier lieu des engrais azotés, qui ont un impact énorme dont on ne se rend pas forcément compte à un moment de consommation énergétique parce que les engrais azotés, en fait, c'est du gaz naturel derrière. Donc voilà, on est financé en cela par les énergéticiens, qui sont en fait des obligés qui doivent investir chaque année sur les réductions de consommation d'énergie. Et il y avait assez peu de choses faites en agricole. Donc on s'est dit que bah, pour la transition agroécologique, c'était de toute façon pertinent de le faire. Le gros avantage, c'est que ça s'adresse à tout type d'agriculteurs, pas forcément des agriculteurs qui font que du bio, comme ce qu'accompagne aujourd'hui FEV, mais donc à une base beaucoup plus large et qui peut faire intervenir un très grand nombre d'acteurs, dont des collectivités, mais aussi des chambres d'agriculture, des collectifs locaux d'agriculteurs, enfin voilà, pas mal d'acteurs qui peuvent bénéficier de cet accompagnement. Mais c'est vraiment géré à part de FEV, même si c'est FEV qui est à l'initiative du programme, et donc c'est à peu près 18 millions de financement sur 4 ans pour faire cet accompagnement. Alors sur la partie effectivement, accompagnement par l'écosystème, effectivement, avec les SAFER, il y a aucun souci aujourd'hui. Avec les chambres d'agriculteurs, les ADR ou autres acteurs locaux, effectivement et je les comprends, hein, il y a un peu une crainte de voir arriver plein de startups avec des nouveaux modèles,
innovants pour financer du foncier. La grosse crainte étant que bah, le foncier échappe un peu au contrôle des agriculteurs et de tout l'écosystème qui accompagne l'agriculture. Et c'est un vrai problème, hein. Enfin, il ne faut pas se le cacher. Ça peut être un souci. Donc nous, effectivement, on a designé un peu la structuration juridique de FEV pour répondre aussi à cette problématique très en amont. C'est-à-dire qu'on a des instances de contrôle. La foncière est indépendante de FEV. Elle ne peut pas être contrôlée par ses financeurs, et donc par un particulier qui serait un gros investisseur dans la foncière. Il n'y a pas aujourd'hui d'entreprise qui peut financer en direct cette foncière. Les statuts de la foncière font que de toute façon, une prise de contrôle est impossible par un tiers sur cette structure. Et je dirais qu'enfin, la sécurité la plus importante, c'est l'option d'achat. L'option d'achat fait que n'importe quel agriculteur peut récupérer et racheter, obliger la foncière à lui céder les terres. Donc c'est quand même, on va dire, un peu le bouton rouge qui permet de garantir que les terres ne vont pas finir dans les mains d'un acteur qu'on ne souhaiterait pas voir prendre possession du foncier en France. Donc voilà, on a mis un certain nombre de choses, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de travail à faire, d'explication auprès de l'ensemble de ces acteurs pour bah, qu'ils nous identifient comme un acteur crédible et sérieux en termes de transmission du foncier agricole. Colline, si je peux me permettre Ouais. de compléter un petit point sur la question de Pierre-Marie. Et c'est tout l'enjeu aussi d'avoir cette présentation dans ce cadre CNRA Pitch Focus Résilience Alimentaire. C'est que bien évidemment, il y a des chambres d'agriculture, et pas toutes, hein, ou des ADR, qui ont une vision un peu réticente face à cette envolée de start-up qui émergent de partout. Mais la résilience veut que on fasse entre guillemets avec ce qu'on a et qu'on aille chercher ce qui nous manque. Donc c'est vraiment aussi ça l'enjeu de se dire, OK, quels sont les acteurs sur le territoire qui œuvrent dans le sens que je plaide, que je prône et vers lequel je veux aller? Comment est-ce que, au travers de collectifs type CNRA, on peut justement s'assurer qu'on soit tous orientés un peu dans la même direction? Et comment est-ce que de façon très concrète, on peut engager des projets qui essayent d'attirer le maximum de partenaires autour de la table sans pour autant se leurrer sur le fait que si on n'est pas d'accord et qu'on veut travailler ensemble au forceps, ça n'avance pas. Donc l'idée, c'est de faire avec ceux qui sont engagés, mobilisés, pour que les choses puissent contribuer à aller dans cette direction-là. C'est vraiment ce qu'on porte au CNRA, cette approche systémique et collective, capitaliser sur l'existant aussi pour ne pas réinventer la roue, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont les rois pour se dire, OK, celui-ci, il fait à peu près ce que je veux faire, mais il lui manque 3 points virgule, donc je vais réinventer quelque chose. Non, l'idée, c'est comment est-ce qu'on capitalise sur ce qui existe, et c'est l'approche intelligente de FEV de savoir travailler avec les acteurs qui sont partants. Ok, merci Hermine pour cette petite précision. Je donne la parole à Julie et ensuite je vois qu'Andrea lève la main. Je crois qu'il reste 1 minute pour les questions, il me semble, Hermine. Euh, non, il reste encore cinq On a minutes. encore du temps, t'en fais pas, je Ah donne bon, ça va, rendez-vous en 2 très bien. minutes. Allez-y. Pas de souci. Alors, Julie, elle demandait parmi les FEB, est-ce que certains s'inscrivent dans le développement d'activités agrotouristiques? Oui, tout à fait, on en a plusieurs et pour nous, c'est un enjeu assez stratégique. Puisqu'on a des fermes qu'on reprend sur lesquelles il y a beaucoup de bâtis, pour lesquels il faut trouver une utilisation économiquement viable pour les agriculteurs installés. Donc l'agrotourisme fait partie de ces solutions. Je vous parlais de la ferme dans le Var, là, sur laquelle il y a une activité de porc noir. Effectivement, un des enjeux, c'est qu'il y a une énorme masse pour lesquelles il faut qu'on trouve une occupation on va dire, des surfaces disponibles. Et donc, l'agrotourisme fait partie des solutions possibles ou de l'accueil à la ferme, de la formation sur des sites comme ça. Donc oui, c'est tout à fait un des enjeux qu'on porte avec Fermes en Vie et donc Territoires en Vie. Et oui, et si je peux rajouter, il y a aussi le fait que les personnes qui investissent dans la foncière sont très désireuses d'aller sur les fermes et donc ben, en profiter pour justement aller sur les chambres d'hôtes qui sont sur les fermes. Ça leur fait vraiment plaisir et de découvrir les fermes dans lesquelles ils ont pu contribuer à investir. Andrea, vous aviez levé la main. Oui, bonjour. Bonjour Simon, Bonjour. bonjour. Bonjour Andrea.
J'avais une petite question, fortement intéressée par le projet Territoire en vie et l'initiative, et j'aurais voulu savoir comprendre comment vous travaillez avec justement les chefs de mission PAT et enfin les Terricités et autres associations qui travaillent avec les territoires pour justement identifier des projets. Enfin, est-ce que vous faites la même chose que les chefs de mission, ou est-ce que c'est eux qui vous mandatent, ou enfin comment ça s'intègre en fait? Pour être très transparent, aujourd'hui, on travaille très peu avec des PAT. On a été, enfin, ou avec des collectivités de manière générale. On a travaillé sur quelques initiatives, mais qui n'ont pas abouti. Aujourd'hui, c'est un des enjeux du programme Territoires en vie, hein. Nous, on ne se substituera pas au PAT. Par contre, on va apporter des services, et en particulier sur toute cette partie installation. Donc, trouver les porteurs de projets, les accompagner jusqu'à l'acquisition du foncier, jusqu'à l'installation et même post-installation, puisque nous, on intervient beaucoup post-installation sur les fermes pour, par exemple, financer des travaux, développer de nouveaux ateliers. Donc, on est toujours très présent. Voilà, c'est quelque chose qui peut souvent être compliqué pour des collectivités à faire et que, par contre, Fermes en Vie est capable de faire. Par contre, voilà, nous, on n'a pas les connaissances des territoires, on n'est pas présent sur tous les territoires, on n'a pas cette connaissance fine de chacun des territoires, et c'est là-dessus que les collectivités peuvent vraiment nous apporter pour mieux comprendre, en particulier les débouchés, quels sont les acteurs clés pour un agriculteur installé, euh, vers quoi ils doivent s'orienter prioritairement par production parce qu'il y a des manques sur tel ou tel secteur. Enfin voilà, c'est là où la collaboration est vraiment importante. Ok. Donc, c'est pas forcément les chefs de mission PAT, mais c'est vraiment les représentants plutôt des collectivités locales, ultra-locales, en fait, si je puis dire que... Ouais, bah après, tout dépend, Ouais. parce qu'il y a effectivement des collectivités pour lesquelles c'est les personnes en charge du PAT qui ont ce rôle-là. Donc après, chaque structure, chaque collectivité a un peu son mode de fonctionnement. Donc après, on s'adapte. Ok. Ok. Et donc, du coup, vous n'êtes pas spécialement un lien non plus avec Terricité ou avec Ferme d'Avenir, enfin, qui, pareil, peuvent avoir parfois des initiatives qui ressemblent à celle-ci, ou, enfin, je sais pas dans quelle Si, mesure. si, si, on discute souvent avec Ferme d'Avenir, par exemple, et on a même un projet qu'on a fait en commun où nous, on a acheté le foncier et Ferme d'Avenir a accompagné la porteuse de projet pour définir l'orientation de son projet agroécologique. Donc voilà, on a des collaborations, mais voilà, c'est pas sur tous les projets. En tout cas, nous, on a de toute façon dans Il notre reste deux ADN le minutes. fait de collaborer avec d'autres acteurs. Merci beaucoup. Donc, il reste 2 minutes, comme l'a dit Hermine. Il y a une question de Kittery. Quel est le coût moyen de l'acquisition d'une ferme foncier et bâtiments compris? En fonction, est-ce qu'il est raisonnable d'imaginer que l'agriculteur installé exerce son option d'achat un jour? C'est une très bonne question. Une ferme moyenne, foncier plus bâti, on va dire, c'est 4 à 500 000 euros, voire un peu plus. Ça peut monter à plusieurs millions d'euros dans certains cas. Puis après à ça, il faut rajouter matériel, cheptel. Donc effectivement, se dire que tout agriculteur pourra exercer son option d'achat, je ne vais pas dire est illusoire, mais il y a certainement des cas où ce sera impossible parce que le foncier est extrêmement cher dans certaines zones où il peut monter à 10, 15, 20 000 euros de l'hectare. Donc, dans ces cas-là, ça peut être compliqué. Mais ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que les banques sont réticentes à financer des installations, en particulier en agroécologie, parce qu'elles ont peu de recul sur la viabilité des exploitations. À partir du moment où on est capable de montrer au bout de 3, 4, 5 ans qu'une installation est viable, qu'il y a un certain revenu sur l'exploitation qui permet un financement sur du long terme, là, les banques vont être beaucoup plus à même de financer une reprise. Donc, le but est aussi, quelque part, d'être FEV, d'être un peu un relais, de prendre le risque pendant toute la phase d'installation qui peut être un peu compliquée. Et lorsque le projet est bien installé, eh bien, les banques peuvent prendre le relais et financer sur le long terme l'acquisition de la ferme pour les agriculteurs installés. Merci beaucoup, Simon. Mais Je merci à prends vous pour votre ma écoute et vos carte questions. de ma carte de timekeeper et on va passer la suite. Donc, Colline, je te laisse repartager pour donner la parole, je crois, à Zoé. C'est ça? Tout à fait. Zoé, on te laisse ouvrir micro et caméra. Ça sera bien plus sympa de te voir. Bonjour, il me semblait que c'était Ferme d'Avenir avant, mais pas de souci. Oui, c'est Ferme d'avenir, pardon. Autant pour Ferme moi. d'avenir. Pas de Alors, souci. Claudio, À pardon de tout à t'avoir l'heure. coupé la chic. À toi. Oui, bonjour à tous.
Du coup, je C'est crois pas que le bon partage encore, Colline. non. Ah, c'est pas le bon partage, ok. Non. Bonjour à tous, je suis Claudio, donc je suis DG de Ferme d'Avenir. Et Ferme d'Avenir, pour ceux qui ne savent pas, c'est une association qui développe l'agroécologie en France depuis 10 ans via 5 grands champs d'action. La sensibilisation, la formation agricole, du conseil aux collectivités locales, du financement participatif et de l'agroforesterie. C'est super que je passe juste après Simon parce que du coup, il a parlé un petit peu agroécologie. C'est vrai que c'est pas un label, donc c'est pas forcément facile à définir. Nous, chez Ferme d'Avenir, on le définit de façon très simple. C'est une agriculture qui nourrit les Français en rémunérant les agriculteurs et en s'inscrivant dans le respect des limites planétaires. Vous savez, les grands objectifs de développement durable. Et donc, chez Ferme d'Avenir, vous pouvez aller sur notre site internet et voir un petit peu notre propre définition de l'agroécologie. On a fait un petit visuel sympathique qui s'appelle la fleur de l'agroécologie et qui permet de voir sur une douzaine d'axes avec 3 thématiques économiques, environnementales et sociales, ce que c'est pour nous l'agroécologie. On est notamment la première association pionnière en France à avoir développé la comptabilité socio-environnementale ou comptabilité écologique en partenariat avec la chaire d'AgroParisTech spécialisée sur le sujet dans le monde agricole en France. La question, c'est de dire, en fait, toutes les entreprises, elles ont un bilan, un compte de résultat, sauf qu'en fait, on ne chiffre pas ce que c'est les capitaux naturels et on ne chiffre pas ce que c'est les capitaux humains. Typiquement, combien ça vaut d'avoir un sol en bonne santé? Ça, c'est une richesse, c'est un capital. Du coup, on développe ça en partenariat avec les territoires. Donc, si vous êtes une collectivité locale aujourd'hui, là, dans ce Zoom, et que vous souhaitez re-questionner les financements publics qui sont donnés à des pratiques agricoles sur votre territoire, n'hésitez pas à me contacter. On est en plein dedans, là, en ce moment. On discute avec des agences de l'eau, notamment, pour redéployer les financements publics vers des pratiques agricoles plus durables. Ça pose aussi la question des PSE, hein, les paiements pour services environnementaux. Combien on rémunère un agriculteur pour entretenir les haies, sachant que ça a un impact sur la biodiversité sur le territoire, sur le paysage, etc. L'autre pôle dont je voulais vous parler un petit peu plus, c'est le conseil aux collectivités locales. Si vous êtes une collectivité qui voulait mettre qui veut mettre plus de bio et de local dans vos cantines, si vous êtes un PAT qui réfléchit à comment, optimiser les circuits courts sur votre territoire, on a une équipe conseil avec 5 ingénieurs agronomes qui sont capables d'accompagner vos projets. Ça peut venir en complément d'accompagnement par des chambres d'agri, des GAB ou des ADR, étant donné l'expertise qu'on a développée sur ces sujets-là via le prisme agroécologique. Je pense que c'est intéressant aussi que je vous parle du financement participatif, qui peut venir aussi en 2 complément minutes. de FEV. Merci. Notre plateforme de financement participatif Bluebees permet à des porteurs de projets agricoles ou à des agriculteurs déjà installés de lever des cagnottes de dons, en général entre 5 et 10 000 euros. Et ça peut venir complètement en complément d'une opération avec FEV. Et comme vous le savez, le financement participatif, c'est sympa parce que ça permet de lever, de faire de la mobilisation citoyenne sur un territoire. On va même encore plus loin avec la ville de Paris, où on a un programme particulier où la ville double toutes les cagnottes de dons pour les agriculteurs qui s'installent en Île-de-France pour nourrir Paris. Ça s'appelle Je nourris Paris. Donc on peut aussi imaginer la mise en place de ce type de dispositif sur votre territoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je peux prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Claudio. Et je suggère aussi que tu puisses partager, parce que je ne le vois pas sur la slide, l'initiative Je nourris Paris dans le chat, où tu nous la partages et puis on la remettra derrière pour tous ceux qui sont intéressés. Ça marche. Merci, Claudio. Il n'y a pas de questions dans le chat, mais allez-y de vive voix si vous le souhaitez. Prenez la parole, levez la main, c'est mieux. Eh bien, s'il n'y en a pas,
du tout de questions. Ça veut dire que tu as été crystal clear, Claudio. Merci beaucoup. Et on J'avais va. une question Sur les de haies, je crois. Christophe. Ouais. Pardon, vas-y. Oui, tout à fait. Ça peut venir en complément. J'imagine que vous faites référence aux plans haies qui sont distribués notamment par les DRAF. Nous, on fonctionne par appel à manifestation d'intérêt. Donc, il est ouvert sur notre site internet. Je vais vous mettre le lien aussi. Voilà, je vais vous mettre plusieurs liens comme le propose Hermine. C'est les agriculteurs qui postulent, qui soumettent un dossier. Et nous, Ferme d'Avenir, notre équipe analyse les dossiers et ensuite décide si on va financer ou pas les projets, sachant que on finance l'accompagnement agronomique, le design du plan agroforestier, la sélection des essences, l'achat des plants auprès des pépinières qui sont en priorité végétale locale. Et ensuite, on fait livrer chez les agriculteurs qui s'occupent eux-mêmes des chantiers de plantation. Parfait. Merci Claudio. Et du coup, j'en profite juste pour dire que je vois qu'Alexandre dit qu'il était intéressé pour poursuivre cet échange. Vous avez les mails des intervenants sur la slide et vous l'aurez aussi dans les mails de récap. Donc voilà. Passe à l'héberger. C'est parti, Zoé, pour 5 minutes. Parfait, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Oui, très bien. Bonjour à toutes à tous et à tous. Je m'appelle Zoé, je suis ingénieure agro de formation et je travaille chez Les Bergers en tant que chef de projet. Le projet Les Bergers est né de plusieurs constats. La diminution importante du nombre d'exploitations agricoles depuis 50 ans, la volonté des consommateurs d'acheter plus de produits locaux et de privilégier les circuits courts, et souvent un manque de visibilité des fermes et de savoir-faire qui empêche de mettre en place une vente directe rentable. Le projet Les Bergers a été fondé par Christelle Jaffresse suite à son parcours de 20 ans chez Bureau Vallée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une enseigne de papeterie matériel bureautique. Donc, comme ça, rien à voir avec l'agriculture, mais elle a été directrice générale. Et après de nombreuses rencontres de son cercle professionnel et personnel avec des producteurs, elle s'est rendue compte qu'il y avait un vrai accompagnement, un vrai besoin d'accompagnement sur ces sujets liés au commerce et qu'elle, elle avait cette expertise de commerçante. Donc ces constats que j'ai cités doivent sûrement vous faire ressortir des enjeux au sein de vos collectivités, qui sont peut-être comment maintenir une agriculture locale, comment dynamiser les liens entre les producteurs et consommateurs, et comment valoriser le travail des agriculteurs de vos collectivités. Avec les bergers, on apporte une solution à ces questionnements, avec notre mission qui est d'accompagner les fermes à développer des magasins et ainsi améliorer l'accessibilité à des produits locaux sur le territoire. Et on a un objectif vraiment long terme qui est de faire exister la vente à la ferme dans le paysage du commerce alimentaire. Pour ça, on a plusieurs axes de travail avec nos partenaires producteurs. On va les aider à aménager et structurer leurs magasins pour mieux accueillir et rassurer le consommateur. On va travailler avec eux la définition d'une gamme de produits vendus en s'entourant de partenariats avec des producteurs autour de chez eux pour que le client retrouve la plupart des produits dont il aura besoin pour la semaine. Et on optimise la communication pour rendre visible le point de vente à travers les panneaux, les réseaux sociaux, le référencement en ligne, des flyers pour faire connaître la ferme et le producteur. Et on travaille sur l'animation de notre réseau, de notre groupe de producteurs et le suivi des performances à travers des bilans, des séminaires et des formations. Parce qu'on croit vraiment à la force du groupe et nos partenaires apprennent beaucoup les uns des autres. Tout cela permet de professionnaliser la vente à la ferme en mettant un peu en place des codes du commerce en termes d'hygiène, de prix, d'horaire. Parfois, si vous avez sûrement déjà fait l'expérience de rentrer dans une ferme qui fait de la vente, mais vous ne savez pas vraiment où est la boutique, quand elle est ouverte, quels sont les produits, etc. Et ça ne va pas forcément vous donner envie de revenir acheter dans cette ferme. Alors, il y en a qui le font très bien seuls et qui sont super, qui ont cette appétence pour le commerce, mais d'autres ont besoin un peu d'accompagnement, donc on se propose d'accompagner ces producteurs-là. Ce qui donne surtout envie d'aller acheter à la ferme, c'est le fait de pouvoir échanger avec le producteur et la qualité des produits qu'on va pouvoir trouver. Et donc, il faut utiliser ces atouts pour créer des lieux de vie, d'échange, où le producteur peut sensibiliser sur les enjeux de son métier. Et dans ces magasins fermiers, les achats alimentaires deviennent donc une expérience à partager
plus que juste un simple acte d'achat, et surtout quand il y a des éléments qui attirent les enfants. Et donc, je vais vous partager quelques résultats concrets. On a accompagné notre premier producteur en 2023 et aujourd'hui, on travaille avec un groupe de 6 partenaires et on veut être une quinzaine fin 2025. Ce groupe de 15 va nous permettre de structurer nos outils. D'accord, merci Arnaud. Donc, tout d'abord, Alain et Valérie, qui sont maraîchers près de Cergy, qui ont fait un chiffre d'affaires de 72 000 € en 2022 et ont atteint presque les 400 000 € en 2024. Et Camille Nicolas, éleveur laitier en Seine-et-Marne, qui avait un chiffre d'affaires de 35 000 € en 2023 et qui ont presque atteint les 95 000 cette année. Et pour les deux, la fréquentation a plus que doublé en un an. Donc, pour conclure, notre volonté est vraiment de démocratiser, rendre plus accessibles les produits fermiers pour en faire un canal de consommation plus développé. Et donc, pour ça, on travaille sur une marque, les bergers, un concept et des savoir-faire à mettre en place et à partager. Donc, si vous voulez dynamiser votre collectivité, améliorer l'accessibilité à des produits locaux et participer à la rentabilité des fermes sur votre territoire, contactez-nous pour échanger. Même si c'est qu'au stade de l'idée, on est toujours prêt à échanger. Et surtout, n'hésitez pas à inviter des producteurs que vous pourrez connaître à notre webinaire gratuit qu'on fait tous les mois sur les bases du commerce et une présentation plus générale du projet. Les prochains sont le 24 février et le 17 mars à 13 h. Et le lien est sur notre site où je peux vous le transférer par mail. Et pour finir rapidement, la meilleure manière de découvrir notre projet est de vous rendre dans les fermes du réseau. Les partenaires seront heureux de vous accueillir et de vous expliquer leurs projets et leurs impacts sur les quotidiens. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Zoé. Du coup, effectivement, il y a des questions dans le chat sur quelle est la marge sur ces produits en échange de l'accompagnement. Alors, on travaille sous forme alors un peu comme le modèle Bureau Vallée, justement, sous forme d'accompagnement en réseau avec un droit d'entrée et un pourcentage sur le chiffre d'affaires découpé en 2 parties, un pourcentage sur le chiffre d'affaires existant avant qu'on accompagne et sur la croissance de chiffre d'affaires. Donc, le droit d'entrée est fixé aujourd'hui à 9 000 €. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais ce chiffre est très vite rentabilisé avec les premiers résultats. Et le pourcentage de chiffre d'affaires est 2,5%, 2% sur l'existant et 2,5% sur la croissance. Voilà. Super. Quelle est la rentabilité des magasins qui ont été cités? Bravo pour la progression du chiffre d'affaires. Alors, on est en train d'étudier les premiers résultats en termes de rentabilité. Alors, je n'ai pas aujourd'hui les chiffres avec moi, c'est plutôt mon collègue qui s'occupe de la partie chiffres. Je pourrais vous répondre par mail avec plus de détails. Mais en tout cas, on aimerait mesurer aujourd'hui surtout la part de chiffre d'affaires de la production propre du producteur, car c'est vraiment ça la volonté, c'est tout d'abord qu'ils vendent plus de ses produits. Donc, et en tout cas, on voit que, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais cette part est en progression. Okay. Il y a 3 autres questions. Est-ce que tu veux choisir laquelle tu réponds à l'oral et laquelle tu vas répondre à l'écrit peut-être? Je ne sais pas s'il reste du temps. Mais... Et ils ont été, ah oui, sur les 2 exemples, ils ont été va, obligés d'embaucher une personne supplémentaire. Alors oui, c'est sur les effectifs et le personnel. En effet, tous nos premiers partenaires sont des fermes où ils travaillent à plusieurs. Parce qu'en effet, seul, c'est impossible. Déjà, un producteur a 1000 métiers différents et du coup, c'est impossible de gérer la vente en plus. Mais dans les cas des personnes qu'on accompagne, souvent, il y avait, c'est pas toujours un couple, mais un groupe de 3 personnes qui, par exemple, là, les derniers qui viennent d'arriver sont un groupe de 3 amis qui ont monté un projet d'arboriculture. Et un avait plus d'appétence pour la partie vente, ou par exemple, dans un couple, quelqu'un qui souhaite se consacrer plus à la vente. Donc, pas forcément obligé d'embaucher, mais on accompagne aussi au fait de travailler sur la possibilité d'embaucher financièrement avec une prévision sur les chiffres d'affaires possibles. Okay. Et en moyenne, est-ce que j'ai le temps d'une dernière question? Vas-y. Oui. Pour les horaires d'ouverture, alors on estime que pour un lancement de projet, pour que ça fonctionne bien, il faudrait environ 18 heures par semaine, une ouverture. Mais on commence vraiment par étapes. On part... s'il n'y a aucune vente, on ouvre qu'un petit peu. Par exemple, le vendredi. Alors, les meilleurs horaires sont le mercredi après-midi, le vendredi et le samedi.
mais on progresse, on peut continuer à ouvrir. Par exemple, Camille Nicolas, donc les éleveurs laitiers, ont ouvert tout récemment le vendredi matin, parce qu'ils avaient plus de fréquentation et voulaient ouvrir un peu plus. Donc ça peut se faire progressivement. Merci beaucoup Zoé. Je te suggère de répondre aux quelques questions qui n'ont pas trouvé réponse top maintenant dans le chat, comme ça tout le monde Ouais, pourra voir. super. Et n'hésite pas aussi à partager les liens vers les webinaires dont tu parlais. Ok, super, Merci merci. beaucoup. Et on Merci. passe la parole à Florian pour MyLab, si je ne me trompe pas dans l'ordre pour le coup. Oui, bah, je crois que c'est à moi, c'est bon? Oui. Parfait. Bon, Vas-y, bonjour à c'est parti tous. pour 5 minutes. Bonjour à tous, merci pour l'organisation Hermine et Fève. Donc moi je suis Florian Fouché, je suis consultant chef de projet en transition agricole et alimentaire et je collabore avec MyLab sur le volet développement d'activités, développement des offres et stratégies, partenariats. Et donc c'est pour ça que j'interviens au titre de MyLab aujourd'hui. Donc MyLab c'est une jeune entreprise, pas beaucoup de monde connaît MyLab, mais donc c'est pour ça que je vais m'en faire l'écho aujourd'hui. Jeune entreprise créée en 2021 qui est basée à Colmar dans le Grand Est et qui en fait a été créé dans le but de rendre accessible dans les sphères de décision publiques, privées, des technologies de pointe développées dans le cadre de la recherche, et notamment une plateforme qui s'appelle Maelia. Donc Maelia, c'est une plateforme issue de l'INRAE, qui a été créée en 2010, qui est en développement continu depuis 2010, et qui vise en fait à modéliser et simuler à l'échelle d'une parcelle, notamment au pas de temps journalier, donc de façon assez précise, les interactions entre des activités de production agricole, de transformation, de recyclage de biomasse, que ce soit alimentaire, non alimentaire, et des processus écologiques comme l'eau, le carbone, l'azote, ainsi que la croissance des cultures et aussi capacité à prendre en compte le climat passé et futur. Voilà, une fois que j'ai dit ça, ça paraît compliqué. Et donc concrètement, la démarche qui est mise en place, c'est à l'échelle d'un territoire. Donc ça peut être une parcelle, un ensemble de parcelles, une commune, une métropole. C'est de modéliser le territoire agricole, donc type de culture, parcellaire, données climatiques, caractéristiques pédologiques, itinéraires techniques. Ensuite, on vient sur ce territoire réfléchir à des transitions, des changements ou un scénario prospectif. Donc ça peut être juste le changement climatique, c'est un changement majeur. Ça peut être des changements de pratique, réduction du travail du sol, optimisation de l'irrigation, intégration de couverts intermédiaires, diversification de cultures. Le changement, ça peut être une nouvelle infrastructure, une retenue collinaire, un projet de méthaniseur, euh, des haies ou autre. Donc, on a ce territoire, on a co-construit ou pensé des transitions, des scénarios de changement, et on vient en fait en évaluer les impacts. Donc, il y a plus de 35, je crois que ça évolue régulièrement, indicateurs qui peuvent être sortis, donc indicateurs environnementaux, socio-économiques ou hydrologiques. Donc, ça peut être les émissions de gaz à effet de serre, l'impact sur la 2 minutes. biodiversité, les IFT, des rendements ou aussi l'impact sur le cours d'eau. Et tout ça permet de guider, finalement, en comparant les scénarios, de guider les territoires et les prises de décision. Donc, sur la base de cette expertise, l'équipe MyLab, qui est composée aujourd'hui de géomaticiens, agronomes et géographes, on accompagne des collectivités qui se questionnent. Donc, il y a des exemples de questionnement sur la droite de la slide. Et concrètement, ça a permis de travailler avec le territoire du Grand Reims ou la métropole de Lille sur des projets d'évaluation d'impact de méthaniseurs sur leur territoire, soit impact pour les agriculteurs, soit impact pour l'environnement. Accompagnement aussi de communautés de communes en lien avec des agences de l'eau pour réfléchir aux risques sur la ressource en eau en lien, par exemple, avec le changement climatique ou une évaluation de pratiques. Et puis des projets avec la région Grand Est et des territoires pilotes pour, pareil, évaluer, modéliser les conséquences du changement climatique sur l'agriculture, pardon, de ces territoires. Donc en gros, c'est un outillage qui vient en appui des collectivités, en appui des projets alimentaires de territoire, des PCAET, même des démarches de paiement pour services environnementaux, vraiment pour guider, structurer et évaluer les impacts. Le champ des possibles, il est assez large. Le but est de savoir sur quel est le territoire en question, quelle est la question posée. Et ensuite, l'outillage MyLab, je dirais, fait le reste en co-construction avec les acteurs. Voilà. Et donc, si je ne suis pas arrêté par Hermine, sur le site internet, il y a quelques exemples de projets, donc des projets de prestations ou des projets de R&D portés avec des collectivités et d'autres partenaires. Voilà. Merci Florian, c'était clair.
complexe mais clair. Est-ce que vous avez, pareil, on a le temps pour des questions. N'hésitez pas, si vous n'avez pas tout compris, c'est le moment d'y aller. Première question de Cécile. Allez, j'ai la parole, je prends ton relais, Colline. Comment vous financez-vous? Quel retour sur investissement pour les collectivités? Elle est pour moi, cette question. Ah oui? Oui. Comment on se finance? Bah alors, le financement de MyLab, c'est soit des projets de R&D avec du financement public, soit des projets de prestations donc pour des collectivités. Donc, ça peut être parfois des réponses à un marché public ou des sollicitations au gré à gré. Et ensuite, bah, le retour investissement pour la collectivité. Alors, ça, c'est une question, je pense, beaucoup plus large. Quel est le retour sur investissement pour une collectivité de s'engager sur cette dynamique agricole et alimentaire? Ça, j'ai pas forcément la réponse. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est de venir appuyer. On voit des solutions très opérationnelles avec les magasins de producteurs, avec le montage de fermes, avec plus tard des outils logistiques. Et c'est de se dire, bah, cette transition, elle doit être pensée à l'échelle de territoire et apporter des outils scientifiques permet de sécuriser finalement les orientations prises et aussi parfois d'évaluer l'impact de prise de décision, de politique publique, de projet. Et donc j'imagine qu'une bonne décision publique, on a un retour sur investissement à un moment donné. Et je me permets de compléter parce que c'est vrai que le CNRA est engagé avec Maelab dans un projet qui s'appelle MIR, là, que tu as affiché, Florian. Et l'objectif, c'est un peu dans l'objectif pas de progrès sans mesure. Il est vraiment très important de savoir d'où l'on part, quelle est la réalité du territoire, pour pouvoir se projeter avec une vision la plus systémique, encore une fois, vous m'entendrez beaucoup dire ça, la plus large possible, pour pouvoir aussi mesurer dans le temps les progrès, parce que c'est l'une des difficultés quand même des PAT, c'est qu'on n'a pas vraiment d'outils de mesure et c'est difficile aujourd'hui de savoir, de connaître l'état d'avancement des PAT, mais ce n'est pas le seul dispositif qui a cette difficulté-là. Une autre question de Christophe. Quel impact votre étude peut avoir sur les exploitations privées? Alors, pour l'instant, il y a eu il y a des travaux menés notamment avec des coopératives agricoles qui choisissent des groupes d'exploitation parmi leurs membres. Et c'est vraiment dans le but de travailler la résilience de ces exploitations et l'adaptation, notamment au changement climatique. Donc là, les travaux menés avec des exploitations privées, c'est donc via des coopératives pour évaluer l'impact du changement climatique sur sur leur culture et donc des axes d'adaptation pour favoriser la résilience. Donc voilà l'impact que j'évoquerai. Merci beaucoup Florian. On arrive au terme du temps de parole pour Maelab et De rien, nous allons merci. passer à la suite. Merci Florian. Donc Max Avelar et c'est Augustin qui prend la parole. À toi le dance floor, Augustin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Augustin Billedou, responsable plaidoyer pour l'ONG Max Avelar France, qui porte depuis 30 ans le label de commerce équitable Fairtrade Max Avelar, qui garantit donc une juste rémunération aux producteurs de cacao, café, bananes, riz, quinoa, ananas et autres, et qui s'est ouvert aux agriculteurs français en 2021, notamment sur la filière lait. 2 chiffres, 3/4 des personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont aussi agriculteurs. Et dans 10 ans, la moitié des agriculteurs français auront arrêté leur activité. On a coutume de dire que le changement climatique est la mère des batailles et que si elle est perdue, les autres combats seront perdus. Pardon du parallèle, mais sans agriculteurs, pas de résilience alimentaire. Dit plus doucement, plus on protège la rémunération des agriculteurs, plus on a des chances d'atteindre la résilience alimentaire. Et dans la commande publique, pour le moment, on n'en prend pas suffisamment le chemin. Je me suis laissé dire qu'à l'époque, le ministère, quand a été conçue la loi Egalim qui demande 50% de produits durables aux collectivités, avait exclu le commerce équitable Nord-Sud, parce qu'il s'était dit le meilleur moyen d'atteindre la résilience alimentaire pour les agriculteurs français est de favoriser les labels français. Cette anomalie a été corrigée par la loi climat en 2021 et donc ça inclut également le commerce équitable d'origine France qui est donc à ce jour la seule manière de s'assurer d'une juste rémunération dans la commande publique. Et d'ailleurs des collectivités l'ont bien compris puisque par l'initiative Fertile qu'on a montée, on recense et valorise les collectivités exemplaires en la matière
Et la ville de Bordeaux, en nous adressant ses vœux, nous a annoncé la bonne nouvelle il y a quelques temps qu'ils ont atteint 15% de commerce équitable dans leurs commandes publiques. Et c'est grâce évidemment aussi aux produits d'origine France, que ce soit la farine, la viande ou les fruits et légumes. La ville de Marseille atteint 48% de fruits et légumes équitables. La ville de Bordeaux, c'était 37%. La Caisse des écoles du 20e à Paris est à 15% de produits laitiers équitables. Le département d'Ordogne et la ville de Romainville sont respectivement à 25 et 21 filières équitables différentes. Voilà, donc il y a de quoi faire, il n'y a pas de problème de volume. Et par ailleurs, quand on ne peut pas faire appel à des produits équitables, mais qu'on veut s'assurer de la juste rémunération, avant que la loi évolue et fasse de la juste rémunération la pierre angulaire de la commande publique, nous proposons des diagnostics de juste rémunération aux collectivités qui souhaitent s'assurer qu'elles rémunèrent les agriculteurs locaux, les agriculteurs de leur territoire à hauteur de leur prix de revient, sur une base, nous, qu'on établit à 1,5 SMIC. Nous sommes en cours de diagnostic et on aura les résultats au printemps avec la ville de Nice. On discute également avec la ville de Rouen ou la ville de Marseille. On invite toutes les collectivités qui le souhaiteraient à nous contacter. Vous avez mon adresse mail en bas si elles veulent donner suite à ce genre de travail. Il y aura aussi une table ronde au Salon de l'Agriculture sur le sujet avec une représentante du ministère et un parlementaire pour imaginer les solutions juridiques et politiques qu'on pourrait trouver pour faire progresser cette cause qui ne doit plus être une option, mais l'essence, à notre sens, de la commande publique et donc par la suite de la transition agroécologique. Voilà, j'en ai fini. Merci Augustin. Est-ce qu'il y a des questions pour Augustin? Est-ce que c'est très clair cette approche commerce équitable? Parce qu'effectivement, ça fait quand même partie des enjeux des Galim, donc c'est bien de le rappeler. Pas de questions? J'en profite comme j'ai la parole pour te demander qui est-ce qui était juste avant? Zoé, je crois qu'il y a encore une question qui n'a pas trouvé réponse. Non, c'était pour toi, Florian, s'il te plaît. Indiquer le nom des coopératives. Et il y a une question d'Alexandre qui demande de savoir si Nantes Métropole s'intéresse à vous, Augustin. On a rendez-vous la semaine prochaine. Et quelque chose que j'ai pas dit, la difficulté jusqu'à maintenant pour les produits équitables, c'était de connecter l'offre et la demande pour résoudre ce dilemme de l'œuf et de la poule. Je sais pas si ça existe pour les autres problématiques et les autres labels, mais c'est évidemment les collectivités qui demandent la présence de produits, mais souvent les acteurs privés n'ont pas fait l'effort de référencer les produits qu'il faut et vice-versa, les acteurs privés disent mais nous on veut bien référencer si les collectivités nous le demandent. Et donc on fait ce travail nous de réunir tout le monde, que ce soit en visio ou en physique. Donc ça peut aider des collectivités à progresser. C'est pour ça qu'on les invite à nous contacter pour qu'on les accompagne bénévolement évidemment. Merci Augustin. Il y a une autre question de Christophe pour savoir quels sont, en gros, je redis, hein, je reformule Christophe, les critères d'une approche équitable, et quels sont leurs rapports par rapport aux critères HVE et bio. La certification équitable est la seule qui garantit une juste rémunération par ce qu'on appelle un prix minimum, qui est donc fixé selon les filières, mais avec toujours le même principe que ça doit couvrir les coûts de production des agriculteurs et avec ensuite une prime supplémentaire. Historiquement, dans le commerce équitable, ça s'appelle prime de développement et pour les produits d'origine France, c'est une prime sociale ou environnementale qui vient compléter et permettre aux agriculteurs d'atteindre des objectifs sociaux et environnementaux. Voilà, il n'y a pas d'autres certifications dans toutes celles que vous avez citées qui se concentrent et apportent garantie et possibilité de communiquer sur ce sujet, sur le fait qu'on assure une rémunération décente pour les agriculteurs. Voilà. Et ensuite, il y a des garanties environnementales, des garanties démocratiques, mais le socle est une garantie économique. Merci Augustin. N'hésite pas à ajouter peut-être le lien de ce socle de certification dans le chat pour compléter ta réponse. Pierre-Marie dit équitable égale engagement, durée, volume et prix rémunérateur. Moi, je pense que c'est plus une annonce qu'une question. Une question de Gwenaël. Ce label pourrait-il s'appliquer à un prestataire de services logistiques en SCIC, donc la Société coopérative d'intérêt collectif?
Pardon, je comprends mal la question. Si vous pouvez la répéter. Et Gwenaël, n'hésite pas Est-ce à qu'il prendre la pourrait parole, mais s'appliquer à est-ce une que... coopérative en SIC? Oui, C'est-à-dire qu'une coopérative certifie les un agriculteurs qu'elle. prestataire de services logistiques qui se réunit dans une SIC. Je vais laisser Jules, mon collègue, répondre. Ah bah très bien, si vous êtes à deux, c'est encore mieux. Bienvenue, Oui, Jules. bonjour. Je m'occupe en particulier des filières françaises chez Max Havelaar. Effectivement, c'est possible de s'appliquer à une SCIC. Ce que demande le commerce équitable, c'est qu'on s'adresse à des organisations collectives de producteurs. Ensuite, la certification, elle est sur chacun des maillons de la chaîne, des agriculteurs jusqu'aux détenteurs de la marque. Donc, en fonction de la position de la SCIC dans la chaîne d'approvisionnement, la SCIC est concernée soit par la certification, soit par l'achat de produits finis déjà transformés avec un label équitable. euh, voilà, pour permettre le développement de ces produits. Donc, en fonction de la place de la SIC dans la chaîne de valeur, elle est plus ou moins concernée par la certification. Et dans tous les cas, je dirais, elle est concernée par la commercialisation et le développement des produits équitables pour des débouchés en restauration collective et en GMS. Merci beaucoup, Jules, pour ce complément. Et merci à tous les deux, Augustin et Jules. On arrive au terme de votre place de parole. Et on va continuer en passant la parole à Maria pour le réseau Vivalia. Merci, Maria. Bonjour à tous, merci Hermine, merci pour l'invitation au CNRA Pitch. Je crois que c'est notre deuxième, il me semble. Je me présente, Maria Rios, je suis responsable communication chez Vivalia. Vivalia est un réseau coopératif de 73 entreprises locales. Nous sommes grossistes de proximité. Et qu'est-ce que ça veut dire, grossiste de proximité? C'est que nous sommes totalement ancrés dans les territoires. Ce qui nous représente le mieux, c'est ce maillage que vous voyez à l'écran avec notre carte. Notre métier, je dirais même notre mission, c'est de sélectionner, bien sûr, stocker et livrer des produits pour la partie, on va dire, le périmètre aujourd'hui Vivalia, qui sont les fruits et légumes et la marée fraîche, à des clients et des acteurs de la restauration collective et commerciale. Aujourd'hui, donc, nous avons rejoint le CNRA en 2024. Pour nous, la résilience alimentaire, elle passe par ce qu'on appelle notre politique d'achat, qui est la politique de l'escargot. Non pas que nous soyons lents, mais c'est plutôt que nous travaillons, je te vois rire Hermine, mais nous travaillons en cercle concentrique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous allons chercher à proximité nos approvisionnements de notre dépôt. Donc on part des cercles concentriques, donc au local, au département, à la région, et puis bien sûr après au national, et puis l'import aussi, puisqu'on ne produit pas encore de bananes ou de produits exotiques dans nos territoires. On est très ancré dans nos territoires. Ce sont des entreprises, pour chacune d'entre elles, des entreprises familiales. Et notre lien avec l'amont, il est très étroit, puisque parfois, c'est le petit QR code que vous allez retrouver des témoignages nos dirigeants travaillaient avec des producteurs et plusieurs générations. En fait, le grand-père a travaillé avec le grand-père, le père, etc. Et ce sont des liens qui se poursuivent. Aujourd'hui, nous, dans la partie privilégier une alimentation, en tout cas, résiliente et aussi de proximité. Notre volonté, déjà, c'est de soutenir nos producteurs locaux. Nous travaillons donc avec eux au quotidien. On organise des ramasses produits à proximité pour eux, puissent se dédier à leur travail, qui est celui de produire, à leur passion. Et nous, notre rôle derrière, c'est de pouvoir valoriser toute leur production avec notre segmentation, on va dire, de débouchés, donc que ce soit la grande distribution, la restauration, et aussi trouver de la valorisation pour l'ensemble de leur production. Qu'on parle de produits, on va dire, moches ou hors calibre, ça aussi, ça fait partie de nos engagements, c'est de pouvoir valoriser l'ensemble de leur production à travers déjà nos débouchés, mais aussi dans le temps. On a des relations sur le long terme, on les accompagne sur leurs campagnes, on s'engage sur des campagnes tout simplement sur le long terme, encore une fois. Et on a en fait aujourd'hui un outil que nous appelons, que nous mettons à disposition de nos partenaires clients. Qui s'appelle laviadugout.fr. C'est un outil qui répertorie un ensemble de producteurs et qui permet aux acteurs de la restauration collective et commerciale de se connecter à cet outil et d'avoir accès à l'offre locale à proximité de chaque dépôt.
Ce qui veut dire, c'est qu'on identifie le producteur, on a la traçabilité qui est bien identifiée, on a en fait le producteur, parfois on a la photo, on a la vidéo aussi, et donc je vous invite vraiment à aller consulter le petit QR code vers notre chaîne en fait, nous, on est vraiment dans une démarche d'incarner. Et ces vidéos sont pour le coup vraiment l'exemple parfait qui illustre ces histoires en fait entre nos producteurs et nos grossistes de proximité. Et donc dans cet outil, La Vie a du goût, ah, je vois, il me reste 2 minutes, c'est ça? Dans cet outil, La Vie a du goût, nous pouvons donc aujourd'hui, nous avons 1800 producteurs qui sont répertoriés sur l'ensemble du territoire. Nos dépôts sont en moyenne à 85-90 km de nos producteurs et donc à travers cet outil, le restaurant a accès à son offre locale. Derrière, peut avoir la traçabilité, enfin, la durée enfin, le parcours de vie de ce produit, avec les distances entre le restaurant, le dépôt et le producteur. Et en fait, ça permet de valoriser à la fois le travail et les histoires de ces producteurs, et aussi le lien que nous mettons en avant et que nous cherchons aussi à entretenir, à renforcer à travers nos approvisionnements et nos achats. Merci beaucoup Maria. Tu avais même un peu le temps. Ah. Donc, très bien, on va avoir la place pour, des questions. Je vais commencer par la première. N'est-ce pas rajouter un intermédiaire de plus? Et si tu me permets, je voudrais bien donner un début de réponse Je te avant permets, de bien te sûr. repasser la parole. Donc Marie-Sylvie, merci beaucoup pour votre question. C'est très juste et pourquoi est-ce que, je me permets de prendre la parole? Parce que justement, au CNRA, on voit, beaucoup, malheureusement, d'initiatives, de projets qui, avortent ou vivent mal, faute d'avoir, utilisé à leur juste place les métiers qui existent. Je m'explique, faire un raccourci entre le producteur et le consommateur, c'est extrêmement, louable et effectivement du champ à l'assiette, moins il y a d'intermédiaires, mieux on se porte tous et mieux, la qualité du produit et cetera. Sauf qu'il ne faut pas oublier que quand on zappe les intermédiaires, mais il y a bien quelqu'un qui doit porter le métier. Donc typiquement la logistique, c'est un des gros soucis de la résilience alimentaire, c'est un vrai trou dans la raquette parce que, on constate que, si je prends un exemple très concret, charger son kangou tous les matins pour aller vendre, les produits de sa ferme maraîchère dans les marchés du coin, il y a 4 maraîchers sur 5 qui s'arrêtent dans les 4 à 5 ans parce qu'en fait, c'est un travail qui est épuisant, c'est pas leur et au bout d'un moment, ils l'ont pas intégré dans leur modèle économique et du coup, ça s'arrête. Donc je dis pas qu'il faille rajouter 12 000 intermédiaires, mais typiquement aujourd'hui, on vous a présenté, Les Bergers, on vous a présenté Fèves, on vous présente Vivalia, on va vous présenter Raisin derrière. Ce sont des intermédiaires qui ont leur place et leur juste place à qui il faut la donner. Maintenant, je te passe la parole, Maria, pour compléter ce point-là. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que là, on est. Alors, je vois juste. Je suis mais il y a déjà des grossistes de proximité. Alors, il faudrait juste peut-être éclaircir la notion de grossiste. Nous, on est un grossiste égal. En fait, notre métier, c'est pas uniquement d'acheter, c'est vraiment sourcer, enfin, s'approvisionner, sélectionner, travailler avec les producteurs. On a cette partie, bien sûr, logistique, donc la distribution. Et donc nous sommes, vraiment, alors Vivalia est vraiment la structure de toutes ces entreprises que vous voyez là et on est vraiment un intermédiaire qui est nécessaire parfois aussi dans les territoires. Pourquoi? Parce que le producteur, il n'a pas aussi ce côté, enfin, il n'a pas besoin de se rajouter du travail de logistique, d'aller livrer, ses clients un par un. Nous, ça fait partie de notre travail, de l'optimisation de nos tournées. Donc c'est vraiment, c'est comme disait Hermine, c'est ne pas réinventer la roue, en fait. C'est vraiment faire avec les acteurs du territoire et échanger, comment on peut nous, aider à la fois les producteurs, mais aider aussi à la fois les collectivités et intégrer, dans ce flux de logistique, bah, ces produits locaux, les intérêts pour le producteur et les intérêts pour les collectivités. Merci Maria. Quels sont vos débouchés et quelle est la quantité minimale distribuée dans les zones rurales? Alors, les débouchés, donc nous travaillons, en tout cas, je parle du périmètre Vivalia. Vivalia, donc, est la coopérative qui réunit l'ensemble de ces entreprises. Ces entreprises travaillent pour la restauration collective,
les collectivités. On va de la crèche à la cuisine, voilà, cuisine centrale. On a la restauration commerciale avec des restaurants indépendants et on a aussi toute la partie hôtellerie et restauration chaînée. On travaille également, enfin, nos adhérents dans leur territoire travaillent avec la grande distribution, les détaillants, etc. Pour ce qui est de quantité minimale, il n'y a pas de quantité minimale d'achat, par exemple, pour nos adhérents. Si notre producteur nous dit, bah, j'ai un colis, j'ai 2 palettes, j'ai un colis de ça, et il a besoin de le vendre, bah, du coup, c'est ce qu'on on va le faire. Si je vous donne un exemple très précis, pendant le Covid, nous avons continué notre activité et il y avait parfois bah, des producteurs qui avaient besoin d'écouler leurs marchandises et des clients qui avaient besoin de un colis, juste un colis de salade, de salade, ben, nous l'avons fait. En fait, on n'a pas de minimum ou quoi, c'est... Ah, pardon. Je Pardon, parle il y a trop, c'est beaucoup ça? de questions. Non, non, Maria, par contre, je t'invite à répondre Oui, bien sûr. dans le Ouais. chat, mais je ne veux pas couper la parole à la dernière présentation. Et si à la fin, on a du temps et que vous souhaitez poursuivre un petit peu les échanges de vive voix avec Maria, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Maria. Et on va Merci. passer la Merci pour vos questions. parole à Bastien pour présenter Rezane. Bonjour. Bastien, à toi la parole. Bonjour tout le monde, je sais que ça marche, vous m'entendez bien, j'imagine. Oui, Alors, du coup, c'est bon, c'est vas-y. parti. Donc moi, je vais vous parler de Rezane. Avant de parler exactement de ce qu'on fait, alors je me spoil un peu avec cette slide, mais je vais vous expliquer un peu quelques chiffres et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Euh, on est convaincu chez Rezane que, on a besoin de ramener de la valeur au niveau des fermes pour ancrer les agriculteurs et agricultrices dans la transition agroécologique. Le Shift Project vient de faire une super étude là-dessus que vous avez sûrement vue, qui dit que 87% des agriculteurs sont prêts à changer, sont prêts à s'inscrire dans la transition, mais si la rémunération est garantie sur leur ferme. Je vais pas m'épancher sur la répartition de la valeur dans le monde agricole. Il y a une étude de la Fondation pour la nature et l'homme de 2023 qui dit que dans le monde laitier, en 20 ans, les agriculteurs ont perdu 4% de marge sur un litre de lait, alors que les agriculteurs et les industriels et les distributeurs ont pris je ne sais plus le chiffre exact en tête, mais entre plus 70 et plus 120%. Donc il y a un vrai sujet de répartition de la valeur dans la chaîne agroalimentaire. Et nous, notre idée, c'est d'aller capter la valeur qui se fait au niveau de la transformation, de la ramener sur les fermes et de permettre de créer tout un écosystème de fermes partenaires, de recréer des poules de produits locaux partout en France. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire et pourquoi est-ce que ce n'est pas juste les agriculteurs qui le font tout seuls? Ça vient de l'expérience très concrète de mon associé et fondateur, président d'entreprise, André Bonnard, qui sur sa ferme a monté un atelier. C'est le cas de beaucoup d'agriculteurs. C'est 150, 180 000 euros d'investissement pour monter un atelier de transformation. Et si ça ne marche pas, c'est 120 000 euros de mur là-dedans à rembourser. Une ferme, c'est une toute petite entreprise humaine. S'il y a n'importe quel problème là-dessus, ça peut avoir des conséquences graves aussi bien humaines que sociales. Donc nous, ce qu'on vient apporter, c'est l'usine en conteneur. Parce que l'usine en conteneur, elle permet deux choses fortes pour les agriculteurs. Elle permet d'éviter l'endettement trop fort associé au projet et elle permet surtout la réversibilité. J'étais ce matin très précisément sur une de nos premières fermes où on a récupéré le conteneur, ils ne voulaient plus travailler avec nous et donc du coup, plein de raisons, et du coup on a récupéré le conteneur, on est en train de l'installer sur une autre ferme cet après-midi aussi. Donc on offre vraiment cette capacité à la réversibilité dans la transformation à la ferme. Un point fort chez nous aussi, donc dans ces usines en conteneurs qui sont installées directement sur les fermes, c'est la création d'emplois et l'engagement auprès des fermiers et auprès des fermiers. On ne va pas juste louer des conteneurs, on a créé tout un réseau de fermes partout en France. On se définit comme une industrie agroalimentaire décentralisée. Notre boulot, c'est de fabriquer des yaourts, des crèmes desserts, des produits finis, tout sur le territoire. Et on va s'engager avec les agriculteurs. Donc là, typiquement, sur cette photo, vous avez Stéphanie qui est en Seine-Maritime. Et chez Stéphanie, on s'engage à commercialiser 80% de la capacité de ce conteneur auprès de nos clients en local, en régional, ça dépend un peu des clients avec qui on travaille. Et on laisse aussi toute une partie de la capacité du conteneur à Stéphanie pour des clients en ultra local, développer ses réseaux, etc. Et on le fait dans une logique de commerce équitable. Bon, c'est le point de base du projet de rééquilibrer la valeur un peu sur cette transformation-là. Mais du coup, on a été au bout de la démarche à se faire labelliser commerce équitable. Et j'en profite pour dire bonjour à Pierre-Marie, qui est de BioHello, qui est quelqu'un qui fait des choses assez proches de nous et qui sont aussi labellisés commerce équitable depuis pas très longtemps. Euh, Aujourd'hui, ça fait Merci. 5 ans, on bosse avec une dizaine de fermes. 2 minutes. Ouais.
Merci. Une dizaine de fermes partout sur le territoire. En conventionnel, on a des projets vers des fermes bio. En tout cas, ce n'est pas une impossibilité d'aller vers du bio. Et on a des discussions avec des partenaires qui seraient intéressés par des fermes bio aussi. On est en train de développer quelque chose et c'est pour ça que je suis ravi aussi de parler à des collectivités, des personnes sur les territoires. On est en train aussi d'installer à la demande. C'est-à-dire que historiquement, on a installé des fermes et fait du développement commercial autour. Aujourd'hui, on est aussi en capacité grâce à cette usine en conteneur, grâce à notre expertise, de pouvoir répondre à une demande de besoin local et d'installer un outil de transformation, d'équiper un agriculteur sur le territoire et pouvoir, je ne sais pas, vous avez une cuisine centrale qui a besoin de yaourt, de crème dessert, de fromage blanc, en tout cas de produits laitiers en local, et bien on est capable de fournir ça, d'installer l'agriculteur à côté de votre territoire, de votre collectivité, le former et vous fournir tous ces produits-là derrière, avec une contractualisation sur les volumes. Un de nos enjeux sur la partie commerce équitable aujourd'hui, nous, on prend un engagement avec les agriculteurs et on aimerait bien pousser la logique du commerce équitable jusqu'au bout avec des engagements de la part de nos clients, que ce soit des collectivités, que ce soit des grossistes, on vient d'en parler, des distributeurs en RHF, en GMS. Et du coup, je suis très ouvert à discuter de ça avec vous. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Bastien. Parfait pour le timing. 2 questions. Qui aménage le conteneur? Rezan ou l'agriculteur? Le conteneur, c'est ni Raisin ni l'agriculteur. Les conteneurs sont fabriqués dans le sud-ouest de la France par un de nos partenaires qui s'appelle Fermat, très précisément. Et donc, du coup, c'est un assembleur. Ça fait 5 ans, c'est la version 3 du conteneur aujourd'hui. On a pas mal amélioré les choses. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont fabriquées dans le sud-ouest de la France et qu'ensuite on installe. Je dis souvent qu'on a inversé le paradigme des yaourts. Tous les industriels mettent en avant la fraise de je ne sais pas où, le sucre de je ne sais pas où. Nous, la seule chose différente dans tous nos yaourts, c'est le lait. C'est 95% de ce qui fait le yaourt. C'est le lait de l'agriculteur. Tout le reste est sur une chose la plus standardisée possible pour pouvoir dupliquer, garantir la qualité sanitaire, la qualité organoleptique, etc., etc. Merci, Bastien. Comme c'est une question d'Éléonore, je te passe la parole, s'il te plaît, avant de passer à Patricia et après on va conclure. Merci. Yes, merci. Bonjour à tous. Juste parce que du coup, là, c'est conteneur produits laitiers, mais j'imagine que c'est pas les mêmes outillages et équipements quand on est sur de la légumerie, par exemple. Donc, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez pour l'instant focus sur ce marché-là? Et en fait, moi, demain, c'est la question, c'est je suis un agriculteur, je vais faire de la transfo à maraîcher légumière. Voilà, comment ça se passe? Aujourd'hui, effectivement, merci pour la question. Ça me permet d'ouvrir une nouvelle porte. On a fait un focus sur la filière laitière, notamment la partie dessert lacté, donc yaourt, crème dessert, fromage blanc. On n'est pas encore sur les filières de maraîchage et de légumineuses, mais c'est des choses qui nous intéressent. Et on est tout à fait ouvert à. Il nous manque aujourd'hui, on ne le lancera pas tout seul. Ce qu'on a fait sur la filière laitière, de tout faire tout seul, de financer, d'installer, de développer. On ne le fera pas tout seul sur les autres filières et du coup, on cherche des partenaires aujourd'hui qui seraient intéressés de co-développer ça avec nous. Donc, si vous avez des besoins, on peut y réfléchir pour voir qu'est-ce qui est envisageable. Ça pose beaucoup de questions. Le lait, il y a un côté facile, il y a du lait tous les jours et on est sûr de pouvoir transformer. Bref, il y a plein de questions qui se posent sur les autres filières, mais on est sûr qu'il y a un besoin et il y a des solutions possibles. Et pour le coup, Fermalab propose Merci d'autres types de containers beaucoup. en amont. Absolument. C'est ça. Merci, Bastien. Alors, je te la fais, tu fais très court la réponse, mais quand même, et je prends un peu de temps. La rentabilité au litre de lait et qui fait la transformation? Et au-delà de ça, je propose que tu parles un peu rapidement du modèle économique, hein, tout simplement. Ouais, je ne vais pas répondre directement à la rentabilité au litre de lait parce que c'est pas exactement ça qu'on regarde. On regarde plus qu'est-ce que le projet génère comme valeur. Stéphanie, que vous voyez sur cette photo, en fait, c'est la femme de Olivier qui était comptable avant et le projet a permis de ramener Stéphanie sur la ferme. L'installation d'un conteneur, c'est la création d'un emploi, c'est la rémunération du lait qui est acheté pour. Enfin, nous, on achète des yaourts, on n'achète pas du lait. C'est pour ça que je ne parlerai pas de la rentabilité au litre de lait, mais dans le modèle économique qu'on valide avec les agriculteurs, le litre de lait est indexé sur les coûts de production qui sont faits par le client. On est sur une logique de commerce équitable, donc on est indexé sur les coûts de production. Notre sujet, c'est d'être sûr que les agriculteurs aient toujours de quoi payer leurs charges, leurs salariés, leur lait et dégager de la marge de 4 à 15 000 euros en fonction des différents choix qui sont faits dans le projet. On pourrait y revenir. Mais voilà, un salarié payé par le projet, un lait indexé sur les coûts de production avec c'est pas le cours du lait qui nous intéresse, c'est vraiment combien ça coûte de produire et les charges et une marge générée sur l'activité. Merci beaucoup.
beaucoup à tous infiniment pour ces présentations. On arrive au terme de notre webinaire. J'entends vos ventres gargouiller. Je suis sûre que vous avez envie de nous laisser pour aller déjeuner. Colline, si tu peux passer la dernière slide, je voulais juste très rapidement vous présenter, puisqu'on est à 10 jours du Salon de l'Agriculture. Cet après-midi, à 14h, nous avons une conférence de presse pour présenter le premier guide de bonnes pratiques pour la résilience alimentaire. Vous êtes nombreux, notamment parmi ceux qui sont intervenus, à avoir contribué à ce guide de 150 bonnes pratiques qui sont toutes illustrées de cas concrets de terrain qui sont applicables. Il sera présenté et publié officiellement sur le stand de Max Havelaar, et merci à nouveau pour votre accueil, Jules et Augustin, lundi 24 février à 16h30. Et dans la dynamique de ce guide qui, de par ces contraintes éditoriales, a dû écarter pas mal de solutions, nous avons lancé des trophées, les premiers trophées pour la résilience alimentaire, qui visent à mettre en lumière, en avant, les solutions qui vont œuvrer à la résilience alimentaire des territoires. Vous pouvez encore candidater jusqu'au 16 février et le jeudi 27 février, sur le stand du Crédit Agricole, on remettra les trophées aux lauréats, et si vous vous inscrivez, on vous offrira un petit verre à la sortie pour fêter ça tous ensemble. Enfin, nous annonçons officiellement un partenariat avec Co-Farming pour pouvoir justement s'unir pour se nourrir. C'est notre mantra et c'est ce qu'on va faire en plus avec Co-Farming. Et donc offrir à nos membres des deux côtés la possibilité d'une adhésion double pour rejoindre les deux collectifs puisqu'on travaille ensemble dans la même direction. Et enfin, last but not least, sur le stand de la ferme digitale, nous allons présenter la 3e version du baromètre pour la résilience alimentaire, dans la logique dont on parlait tout à l'heure avec MyLab de pas de progrès sans mesure. Quelques indicateurs que l'on pose. Chaque année, on améliore cette présentation et les indicateurs que l'on présente, et qui ne sont pas des indicateurs que nous produisons, nous, mais que l'on met en valeur parce qu'ils existent déjà. Et donc, on va présenter ça sur le stand de la ferme digitale, vendredi 28 février à 11h. Voilà pour cette présentation, c'était rapide, mais c'est l'objectif de ces CNRA Pitch. Si vous avez encore des questions, il nous reste 2 minutes, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à écrire dans le chat. Et puis bien sûr, Colline, tu me complètes si je me trompe, mais on vous envoie la présentation que nous venons de vous projeter. Vous avez effectivement accès au QR code. Il en manquait un, j'ai vu, mais on va les ajouter pour que vous puissiez bien retrouver toutes les présentations. Et bien sûr, vous pouvez nous solliciter, FEV, sur leur initiative Territoire en Vie, et puis moi pour le CNRA et toute autre question du collectif. Et Andrea, pour répondre à ta question, le baromètre, oui, sera accessible en ligne. Il l'est actuellement aujourd'hui sur sa version 2 et il le sera sur sa version 3 à partir de la journée parlementaire du CNRA, la 3e, qui aura lieu le 5 mai au Sénat. Voilà pour toutes les petites informations. Et merci à tous Parfait, pour votre merci Hermine pour présence. cette conclusion et puis bon appétit à tous du coup. Quel timing parfait, merci. Et merci Et pour à tous. l'organisation, Hermine, Colline. Ouais. Merci Bastien. Merci et bon après-midi, bonne journée. Au revoir. Bonne Merci, au journée. revoir. Merci. Ouais.